Bienvenue au musée départemental Hector Berlioz. Alors ce musée fait partie du réseau des 11 musées du département de l'Isère. Il est installé dans la maison natale d'Hector Berlioz, au cœur de la côte Saint-André. Et aujourd'hui, je vous invite à rentrer dans la maison, à la visiter, et je vais vous présenter notre nouvelle exposition temporaire consacrée aux extraordinaires voyages de Monsieur B. Avant d'aller visiter l'exposition temporaire, je vous propose de vous donner quelques informations sur le musée. Donc, nous sommes ici dans le grand salon de la maison. Donc, cette maison habitée par la famille Berlioz depuis le XVIIIe siècle. Et c'est en ces lieux qu'est né Hector Berlioz le 11 décembre 1803. Cette maison est habitée donc par la famille et Berlioz fait ses études à la Côte-Saint-André et ses parents le destinent à une carrière de médecin. C'est ainsi qu'il part à Paris et là, il découvre la musique et va choisir de s'orienter vers une carrière musicale aux grandes dames de ses parents. Cette maison reste propriété de la famille tout au long du XIXe siècle et à la fin du XIXe siècle, chacun ayant disparu, les héritiers de la famille décident de la vendre à des commerçants de la Côte-Saint-André. Par bonheur, par chance pour nous, ils vont occuper le rez-de-chaussée de la maison avec une boutique et ils ne toucheront pas aux étages qui vont conserver leur aspect historique. Puis, dans les années 30, l'Association nationale Hector Berlioz va racheter la maison et va fonder en ces lieux le premier musée Hector Berlioz qui sera inauguré en 1835 par Édouard Herriot. C'est ainsi que c'est le seul musée au monde consacré à notre illustre compositeur dauphinois. Puis, l'histoire se poursuit et à la fin des années 1990, l'association va céder la gestion au département de l'Isère et c'est ainsi que le musée devient un musée départemental. Donc, dans ces lieux historiques, nous présentons non seulement la famille Berlioz et son histoire, mais nous suivons les traces du musicien de pièce en pièce par une approche thématique des lieux. Ainsi, on aborde son enfance, sa famille, ses amours, ses grands voyages et évidemment son œuvre musicale. Outre les espaces historiques qu'on a brièvement parcourus tout à l'heure, chaque année, nous présentons une nouvelle exposition temporaire. Et cette année, avec Bruno Messina, directeur artistique du musée et du festival, nous avons choisi d'explorer une nouvelle facette du compositeur. Nous savons qu'il a parcouru l'Europe de long en large pour donner de multiples concerts, de Russie en Allemagne, d'Allemagne en France, de France en Italie. Et la question qui s'est posée, c'est mais comment faisait-il pour parcourir autant de kilomètres et pour donner tous ces concerts? Et c'est ainsi que nous allons voir que tous ces concerts, tous ces voyages ont pu être possibles grâce à la formidable évolution des moyens de transport qui se sont développés tout au long du XIXe siècle. Ainsi, derrière moi, nous présentons quelques objets qui n'ont pas appartenu à Berlioz, mais des objets de l'époque. Nous avons par exemple la première locomotive construite par les établissements Schneider au Creusot, la fameuse Gironde, première locomotive qui va permettre donc aux voyageurs de, enfin, quitter la calèche inconfortable et lente pour un moyen de transport plus rapide, plus moderne. Les voyageurs, au départ, étaient obligés de voyager par obligation et peu par intérêt. Avec tous ces moyens de transport qui se développent, le transport va être le moyen de développer les voyages d'agrément et aussi de pouvoir y trouver un certain plaisir grâce à ce confort.
son enfance, Berlioz parcourt les terres du Dauphiné à pied ou en calèche. C'est ainsi qu'il se rend régulièrement en visite chez ses grands-parents à Grenoble et à Mélan. Et puis, en 1830, il réussit enfin, à la 5e tentative, le prix de Rome, et il se doit d'aller en Italie séjourner à la Villa Médicis. Il choisit de revenir, après son année passée à Rome, en France et à la côte Saint-André. Pour cela, son voyage passe par les Alpes et il emprunte la route du Mont-Cenis. Il raconte qu'il monte dans une calèche au départ de Turin, il passe à Suse, il emprunte le col du Mont-Cenis, et là nous avons ici un très très beau tableau de Louis Guédy qui a été peint en 1857, qui représente la calèche à Lens-le-Bourg, puisque la calèche, après le col du Mont-Cenis, traversait le village de Lens-le-Bourg avant de redescendre dans la vallée. Une diligence donc avançait à peu près à 7 km/h. La Malle-Poste, elle, comme elle était destinée au transport du courrier, pouvait aller beaucoup plus vite, à peu près une vingtaine de km/h, et surtout elle était prioritaire lors de l'arrêt au relais pour changer les chevaux. Ces diligences donc voyagent à ce rythme-là, sur des routes chaotiques, empoussiéré, et il faut reconnaître que le transport est quand même une période peu agréable pour les différents voyageurs. Les calèches sont aussi équipées d'espaces de différentes classes, c'est-à-dire que les voyageurs de première classe sont dans des berlines relativement confortables, et les passagers de seconde voire de troisième classe sont, eux, installés sur le toit du véhicule. Il est temps maintenant d'aborder dans cette exposition l'autre Monsieur B, c'est Louis, le fils d'Hector. Alors Louis naît en 1834 et ses parents le placent dans un internat au Havre. Il va embrasser une carrière de marin qui va lui faire franchir toutes les mers du globe. Il va très rapidement trouver des navires en Méditerranée pour assurer la liaison avec l'Orient. Là, il va naviguer sur 2 navires principalement, qui sont l'Indus et le Louis-Philippe. Donc ce sont des navires déjà très modernes. Ils sont à voile et à vapeur, il y a déjà toute une machinerie imposante. Louis va ainsi parcourir donc tout le bassin méditerranéen. Il va même participer au siège de Sébastopol, à la guerre de Crimée, etc. Puis, il va intégrer une autre compagnie maritime, la fameuse compagnie transatlantique. Cette compagnie va avoir toute une flotte de navires qui va parcourir donc les mers, non seulement en Méditerranée, mais également vers l'Amérique. Il va ainsi voyager vers les Antilles, il va voyager jusqu'en Asie. Tout au long de ce parcours, sa carrière évoluant peu à peu, il va accéder au grade de capitaine. Et ainsi, à la fin de sa carrière, il va commander le fameux navire La Louisiane, dont on a ici une lithographie. Ce bateau, il faut imaginer qu'à l'époque, un tel navire, c'est tout petit en fait. Il consomme à peu près par jour entre 23 tonnes et 30 tonnes de charbon. Imaginez alors la place prise par les soutes, la machinerie, il ne reste que peu de place pour le fret et les passagers. N'empêche que peu à peu, les navires vont grandir, les progrès de la mécanisation vont faire en sorte que la machinerie va se réduire et ces navires vont vraiment donner un élan très important au développement du commerce international. Comment parler des fabuleux voyages de Berlioz à travers l'Europe sans évoquer 2 voyages en Russie. Le premier voyage s'effectue en 1847 à l'invitation de la cour impériale. Il se rend donc à Moscou et à Saint-Pétersbourg pour aller donner des concerts.
Là, toujours dans ses mémoires, il raconte un voyage épouvantable, enfermé dans un traîneau de fer qui glisse sur la neige, ou plutôt sur les congères, et qui est très inconfortable. Et Berlioz se plaindra du mal de neige. 20 ans plus tard, il se rend à nouveau à Moscou et à Saint-Pétersbourg, et là, il peut bénéficier enfin du confort de wagons chauffés et tout à fait confortables. Il faut dire que parcourir les 800 km entre Saint-Pétersbourg et Moscou en traîneau, c'était une véritable gageure, alors que là, le trajet s'effectue tout à fait confortablement. La presse de l'époque, au XIXe siècle, a l'habitude de railler tout l'inconfort, la promiscuité de ces moyens de transport, d'abord très inconfortables. Et puis avec le temps, ils vont évidemment gagner en confort. Et toujours dans ces moyens de transport, un nouvel élément fait son apparition, c'est la navigation aérienne. Avec le ballon, l'idée est de pouvoir s'élever dans les airs et de pouvoir voyager et s'affranchir des lieux sans aucune difficulté. Nadar, lui, a déjà une idée, le photographe Nadar, c'est de construire un ballon géant et de démontrer que le dirigeable, le ballon, est certes une excellente idée, mais comme il n'est pas dirigeable, il est justement condamné. Donc Nadar veut équiper les ballons d'une hélice pour pouvoir diriger les ballons. C'est ainsi qu'il va rentrer en relation avec Aristide Bergès et d'autres ingénieurs pour justement concevoir des ballons à hélice. Ne pas oublier que cette expérience se passe en 1863 et que 1863 marque également l'année de la publication du fameux livre de Jules Verne, 5 semaines en ballon. Dans son ouvrage 5 semaines en ballon, Jules Verne évoque la traversée de l'Afrique par des passagers anglais. Nous sommes en 1863. Déjà, Berlioz, en 1844, avait publié Euphonia, un ouvrage d'anticipation, et son héros avait parcouru l'Atlantique en une quarantaine d'heures. Pour Jules Verne, dans le Tour du monde en 80 jours, il faudra justement 80 jours à Phileas Fogg pour parcourir le monde. Donc Hector Berlioz est lui aussi, en tant que musicien, en tant qu'homme, en tant que voyageur, au cœur de cette histoire, de ces innovations techniques. Pour finir cette exposition, nous évoquons une fois de plus le côté novateur de Berlioz. En cette année 1863 d'essai de navigation aérienne, Berlioz publie dans le Journal des débats un article. Et dans cet article, il écrit notamment « Tôt ou tard, nous naviguerons dans l'air, sans ballon. La Sainte Hélice nous enlèvera et nous conduira. Ce jour-là, on dira « Ah bah les douanes et les douaniers, et les chemins de fer, et les paquebots et les frontières, et les confédérations et les royaumes et les empires. Il n'y aura plus qu'un seul pays, la terre. L'homme ne sera plus chenille, mais papillon. Il sera libre, enfin libre, ou si vous voulez, libéré de tout, excepté de la mort. » Par cette simple phrase, Berlioz nous montre toute la finesse de son esprit et de son analyse et son regard sur toutes les innovations de son temps. Et c'est sur cette phrase que se conclut notre visite de l'exposition temporaire et nous vous remercions d'avoir suivi cette visite et nous vous donnons rendez-vous dans l'ensemble des musées départementaux de l'Isère dont l'entrée est gratuite tout au long de l'année. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site des musées du département. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle visite du musée ou de notre prochaine exposition temporaire.